parents, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire essentiel dédié à Parcoursup. Alors que vos enfants s'apprêtent à franchir le cap passionnant, l'enseignement supérieur, nous savons que les questions fusent. Comment les accompagner au mieux? Comment naviguer dans cette étape cruciale qui dessine leur avenir? Notre engagement est simple. Vous donner toutes les clés pour transformer ce moment en une réussite et en faire un parcours serein. Ce soir, avec l'aide de Monsieur Teilhard, notre expert de référence sur Parcoursup, que je remercie de sa présence à nos côtés, nous allons décrypter les étapes clés de la plateforme, identifier les incontournables à ne pas manquer, aborder les spécificités pour les jeunes en situation de handicap. L'appel est à vos côtés, fidèle à sa mission d'accompagnement. Ensemble, nous allons lever les incertitudes et vous outiller pour cette phase d'orientation. Un espace de discussion est prévu pour vos questions, auxquelles il me fera un plaisir de relayer auprès de Monsieur Teilhard. Cependant, afin de garantir le bon déroulement et l'intérêt général de ce webinaire, nous ne pourrons pas répondre aux questions portant sur des dossiers ou des situations personnelles et spécifiques. Sans plus attendre, je donne la parole à notre expert Parcoursup, Monsieur Teilhard. C'est à vous. Bonsoir, merci Madame Coquelet, bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire d'une série de 3 qui se dérouleront tout au long de l'année pour vous apporter la meilleure information et puis surtout pour échanger, répondre à toutes votre questions. Mon pari, c'est que vous arrivez inquiet et vous repartirez rassuré. Donc on va essayer de tenir ce pari ce soir. On va commencer le petit PowerPoint. Il y aura des temps où on fera des interruptions pour que les collègues de l'appel puissent relayer vos questions en quelque sorte, mais je vous propose qu'on commence sans plus attendre. D'abord, revenir à la question de fond. C'est quoi Parcoursup? Parcoursup, c'est d'abord un dispositif prévu pour simplifier l'accès à l'enseignement supérieur. C'est une seule procédure, c'est un seul dossier à constituer, c'est un seul calendrier à connaître. Pour tous les parents qui sont là ce soir, vous mesurez la simplification que ça représente par rapport à ce que vous avez connu vous-même. Parcoursup a un objectif, c'est rendre visible et intelligible l'offre de formation riche et diversifiée. C'est à peu près aujourd'hui 25 000 formations qui proposent principalement soit des diplômes nationaux, par exemple les licences, les BTS, les bachelors universitaires technologie, ou alors des diplômes d'un établissement particulier validé par l'État, par exemple le diplôme des IEP, par exemple le diplôme des écoles d'ingénieurs de l'INSA. C'est un cadre de présentation des formations unique. Je suis sûr que parmi vous, vous avez déjà fréquenté les salons de l'orientation et vous en êtes toujours un peu ressorti, étourdi, au sens où l'information est multiple, elle est hétérogène, elle n'est pas présentée de la même manière et ça aide pas à se concentrer et à comparer. Sur Parcoursup, on fait le choix inverse. C'est vous présenter un mode de présentation unique applicable pour toutes les formations pour vous permettre d'accéder directement à l'information essentielle, pour vous permettre de comparer en vous repérant plus facilement entre les formations. Et puis Parcoursup, c'est pas une plateforme en l'air. Parcoursup, c'est aussi une plateforme qui est articulée avec un accompagnement personnalisé tout au long de la procédure. Vous ne serez jamais seul pour faire vos choix. Vous pouvez être accompagné au sein du lycée, évidemment, via professeur principal ou d'autres personnels de l'orientation, mais aussi en ligne via les professionnels de la plateforme, via le numéro vert, 0800 400 070 disponible pour tous, et puis sur les réseaux sociaux de Parcoursup. L'objectif, c'est des outils de communication et d'accompagnement multicanal, en quelque sorte, pour arriver à répondre aux désirs de chacun. Et puis, on met à disposition sur Parcoursup beaucoup d'outils pédagogiques, quiz, vidéos, dont l'objectif, c'est toujours le même, vous aider à mieux comprendre, vous simplifier en quelque sorte la lisibilité du dispositif. Point important, j'y reviendrai plusieurs fois, Parcoursup, parce que certains, je suis sûr, ont ça en tête, ou ils l'ont entendu, ou ils l'ont lu même. Parcoursup ne fait jamais l'examen des candidatures, ça n'est pas son rôle. Le rôle de Parcoursup, c'est de transmettre des dossiers à des enseignants du supérieur qui, eux, ont défini les critères, eux, on examine les candidatures et eux font des propositions aux candidats auxquels chacun de vos enfants devra répondre à compter du mois de juin. Si on passe à la page suivante, on continue dans la découverte des principes et des engagements que prend Parcoursup au service des usagers. Je vous ai dit, aider à comparer les formations et d'une manière générale, aider à anticiper.
pouvoir échanger au cours des journées portes ouvertes avec les étudiants et les enseignants des formations supérieures. C'est ce que l'on vous facilitera l'accès via les fiches formation. Vous pouvez sur Parcoursup formuler librement les vœux, sans avoir à les classer. C'est un point important. Il y a souvent des parents qui viennent me dire « Ah, mais je pensais qu'on devait les classer ». Non, au moment de faire des choix de vœux, il n'y a pas lieu de les classer, de les hiérarchiser, parce que l'objectif est simple, c'est de lutter contre l'autocensure. Si vous contraignez un lycéen qui a une connaissance relative des formations du supérieur à hiérarchiser, il va d'abord retenir ce qu'il pense pouvoir avoir plutôt que ce qu'il a envie de faire. Et s'il y a une grande différence parfois entre les deux. Évidemment, il appartient aux candidats de choisir la formation en fonction des propositions qui leur seront faites, et ce sont toujours eux qui ont le dernier mot. Donc la formule Parcoursup a choisi pour moi ou a choisi mon destin, en fait, alors c'est joli en littérature, mais en fait ça n'existe pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque candidat a des droits à l'information, des droits à poser des questions, mais il a aussi des devoirs de respecter les règles du jeu sur Parcoursup, c'est important. Parcoursup est aussi une plateforme dont l'objectif c'est d'agir pour l'égalité d'accès. Et donc de porter des actions volontaristes qui ont été décidées par la loi et de les mettre en œuvre. Je pense en fonction des priorités d'accès aux lycéens boursiers, je pense aux priorités d'accès des lycéens professionnels dans les BTS ou encore des lycéens technologiques dans les IUT. Parcoursup prend aussi en compte les situations particulières. Je pense notamment aux candidats en situation de handicap. Il y aura une slide dédiée un peu plus tard dans la soirée sur ce sujet, mais aussi la situation des sportifs de haut niveau. Et Parcoursup promeut les accompagnements personnalisés mis en place par les universités pour accompagner la réussite. D'une manière générale, ce qu'il faut entendre, c'est que Parcoursup est certes une plateforme, mais que son objectif, ça n'est pas l'affectation uniquement. Son objectif, c'est d'améliorer l'accompagnement à l'orientation de manière à favoriser la réussite dans l'enseignement supérieur. C'est ça le pari que nous faisons à travers une amélioration de l'accompagnement des élèves. Slide suivante, je vous donne à voir parce que je pense que parmi les questions qui me sont régulièrement posées, et je voulais l'aborder dès le début avec vous, c'est première question, en fait, on n'a pas tellement de choix, les propositions arrivent tard, on passe son temps à attendre, et puis qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai pas de solution? Ben, en fait, on vient pas m'accompagner. Ce que vous voyez là, ce sont des chiffres publics qui sont publiés par le ministère ou publiés par le service statistique indépendant du ministère. Et qu'est-ce qu'on y voit? Que, eh bien, effectivement, la phase d'admission propose du choix. Le nombre de propositions reçues en moyenne par les lycéens, c'est 5,6. Le délai moyen pour recevoir la première proposition, c'est 3,2 jours. Dès le premier jour sur Parcoursup, plus de 2/3 des lycéens avaient au moins une proposition. Ils étaient plus de 81% au bout d'une semaine. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu de proposition, pour revenir à travers vos questions et puis dans mon déroulé, eh bien, nous offrons des possibilités d'une phase complémentaire qui se déroule à compter du mois de juin et qui permet de faire de nouveaux vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Et puis, les lycéens que nous accompagnons, ça c'est important, à la fin de la procédure Parcoursup, il ne restait que 38 lycéens qui n'avions pas trouvé de proposition d'admission. Ils avaient été 22 000 à nous solliciter pour avoir un accompagnement durant l'été. Voilà, ces chiffres-là sont en ligne, vous pouvez les retrouver, mais je crois que c'est au moins l'occasion de revoir la vérité des chiffres pour aussi se rassurer sur son parcours. Je voudrais rentrer un peu plus dans le détail des formations qui sont présentes. Je voudrais parler de 25 000 formations. Il y a des catégories et sous-catégories de formation. Deux grandes catégories à bien connaître. D'abord, ce qu'on appelle les formations sous statut étudiant. Ça veut dire que vous allez acquérir ce diplôme par des enseignements continus dans une formation, un peu comme ça se faisait au lycée pour préparer le baccalauréat. Et puis, vous avez les formations sous statut apprenti. C'est de l'alternance, comme on évoque, dans lequel l'apprentissage va associer des enseignements académiques dans un centre de formation d'apprentis et une expérience concrète dans une entreprise, dans une administration. Je crois que c'est important. Vous pouvez très bien avoir exactement le même diplôme sur Parcoursup préparé par deux voies pédagogiques différentes. Je donne un exemple concret. Votre enfant est intéressé pour faire du commerce international, le BTS commerce international, il peut le faire sous statut étudiant dans un lycée, et dans le même lycée, il peut y avoir une section apprentissage dans laquelle il serait admis, et évidemment, il partagera son temps en alternant enseignement académique dans le CFA et puis expérience en entreprise, et c'est de l'alternance.
Parmi les formations sous statut étudiant, il y a deux catégories différentes. Vous voyez à l'écran donc deuxième catégorie qui est celle qui est la plus importante en nombre de formations, les formations dites sélectives, classe prépa, BTS, BUT, formation d'institut de politique. Je pense que vous voyez, vous les connaissez pour l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire formation sélective? Ça veut dire que ils ont le droit de sélectionner les candidats. Qu'est-ce que ça veut dire si je vais jusqu'au bout de la logique de la sélection? Ça veut dire qu'ils ne vont admettre que ceux pour lesquels ils pensent qu'ils peuvent réussir. Donc, par exemple, une formation peut avoir 50 places. Si elle estime qu'elle n'a que 30 candidats qui peuvent réussir, elle n'en retiendra que 30. Et c'est son droit en tant que formation sélective. Ça veut dire qu'elle peut dire non. Les formations dites non sélectives ne peuvent pas dire non dès lors que leur capacité n'est pas remplie. C'est les formations de licence, c'est une prochaine et nouvelle licence professorat des écoles qui sera affichée sur Parcoursup à partir de la semaine prochaine, et puis les parcours d'accès aux études de santé. Formation non sélective, ça ne veut pas dire que on prend tout le monde ou qu'il n'y a pas de limitation à l'accès. Ce que ça veut dire, c'est que la formation est chargée de remplir jusqu'à hauteur de sa capacité. Je reprends mon exemple. Il y a 50 places dans la formation, elle reçoit 200 candidats, elle ne dit pas non, mais elle remplira jusqu'à la hauteur de 50. Elle ne peut pas dépasser sa capacité d'accueil. Voilà la différence. J'y reviendrai dans mon propos à plusieurs reprises parce qu'il y a des distinctions sur Parcoursup. On peut regarder entre les formations, alors je vous ai parlé des 25 000, mais vous allez rapidement, peut-être pour certains, vous dire oui, mais il y a des formations hors de Parcoursup, qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, d'abord, les formations qui sont sur Parcoursup, leur objectif, c'est à la fois de proposer une offre de formation aux élèves, mais aussi des engagements notamment de transparence. Cet engagement de transparence, on le fait à travers ce qu'on appelle la carte d'identité que vous voyez en bandeau transversal. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est une capture d'écran du site parcoursup.gouv.fr. Si vous allez sur la carte des formations en même temps qu'on se parle, vous retrouverez exactement le même dessin. Toujours ce bandeau transversal dans lequel on voit les informations importantes, la nature de l'établissement, public ou privé. On voit le caractère sélectif ou non sélectif, c'est ce que je viens d'évoquer. La capacité d'accueil, combien d'élèves seront admis? Y a-t-il un label du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Espace? Ou encore, cette formation admet-elle des lycéens et des étudiants boursiers? Je crois que c'est important pour beaucoup de familles. Et puis, évidemment, il existe des formations hors de Parcoursup, ça vous le saviez avant moi, avant que je vous le dise. Mais ce qu'on a essayé de faire, et on a travaillé avec les fédérations de parents d'élèves, et notamment l'APEL, sur un petit document qui est disponible sur le site parcoursup.gouv.fr, sur la page d'accueil, qui s'appelle « Les bons réflexes à adopter ». Quand votre enfant se destine pour une formation post-bac, c'est à la fois le choix d'une discipline, d'un type d'enseignement, d'une modalité pédagogique, mais c'est aussi une question de statut d'établissement et de type d'établissement. Ce qui est important, c'est, si vous choisissez une formation hors de Parcoursup, c'est de savoir que les formations qui sont hors de Parcoursup, c'est parce que leur diplôme ne peut pas être admis sur Parcoursup. Pourquoi il ne peut pas être admis sur Parcoursup? Parce que dans l'essentiel des cas, ce diplôme n'est pas reconnu par l'État, ne garantit pas, en quelque sorte, une poursuite d'études supérieures. Je vous donne un exemple. Vous avez vu, parfois, il y a des mots bachelor. Alors, le mot bachelor est un mot un peu valise dans lequel il y a à boire et à manger dedans. Eh bien, il y en a des bachelors qui ne vous garantissent pas le grade de licence, qui ne vous permettra pas, au terme du bachelor, d'accéder à un master, par exemple, ou de prétendre accéder à un master. Et je crois que c'est un point important. Dans ce petit document, les bons réflexes, on a essayé de vous identifier quelles sont les questions que vous devez poser. Quels sont les frais de scolarité? Quel est le statut de l'établissement? Quelle est l'ancienneté de l'établissement? Voilà, chacun est libre de choisir une formation dans Parcoursup qui prend des engagements que nous vérifions ou alors d'aller en dehors de Parcoursup. Mais il faut que vous choisissiez, vous sachiez pourquoi vous allez choisir cette formation et que vous ayez bien en tête les bons réflexes de questions à se poser. J'ai parlé des formations, voilà, je vous le donne en un coup d'œil, le calendrier de Parcoursup qui va rythmer la vie d'élève de terminale de votre enfant cette année. Vous le voyez, ce qui est important, c'est quelques dates à retenir. Le 17 décembre, donc la semaine prochaine, nous ouvrons la carte des formations de Parcoursup, sa mise à jour, ce seront les formations Parcoursup 2026. Ce que vous voyez ce soir, si certains sont en avis sur Parcoursup, auxquels on peut accéder librement sans connexion ou mot de passe, eh bien, c'est l'offre de formation qui valait pour la rentrée 2025. Vous avez ensuite un temps, j'y reviendrai,
d'inscription, de formulation des vœux, puis un temps d'analyse des candidatures par les formations entre le mois d'avril et puis la fin du mois de mai, et à compter du 2 juin et jusqu'au 11 juillet, on se retrouvera pour proposer sur Parcoursup les réponses des formations aux candidatures, et c'est le moment de choisir. Nous avons prévu avec l'appel 3 temps correspondant à ces 3 phases en quelque sorte. Alors j'ai plus les dates par cœur en tête, mais je crois qu'on vous les communiquera. Nous nous retrouverons ce soir 9 décembre un peu pour regarder la période rose. Nous basculerons dans la période bleue, je crois que c'est début février, que l'on se retrouve de manière à avoir un focus sur cette phase de formulation des vœux, et on se retrouvera un peu avant la fin du mois de mai pour que vous ayez toutes les informations utiles avant le début de la phase d'admission. Finalement, sur Parcoursup, si on passe à la diapo suivante, ce qui est important, c'est, je vais faire en 2 diapos, le premier bon réflexe, c'est de s'informer. Alors, l'initiative que vous prenez ce soir en participant à ce webinaire va vraiment dans le bon sens. Vous avez 2 sites de référence qui sont des sites publics. Le site ONICEP, la plateforme Avenir de l'ONICEP, dans lequel vous retrouvez des informations très riches sur les filières, les formations, les métiers. Et pour les élèves qui sont en terminale, mais aussi les élèves qui sont en seconde en lycée, il y a sans doute ce soir parmi vous des parents d'enfants qui sont encore en seconde, en première, eh bien, nous avons développé un nouvel outil avec l'ONICEP qui s'appelle Mon Projet Sup, qui est un outil pour encourager le dialogue entre les élèves et les enseignants autour de la construction du projet progressif d'orientation. Dans Mon Projet Sup, il n'y a pas de vœux à formuler. Par contre, il y a des questions à se poser et à réfléchir. L'objectif, c'est ça, sans pression pour les élèves, de réfléchir à un projet d'orientation. Et puis, vous avez évidemment le site parcoursup.gouv.fr, ouvert toute l'année avec sa carte des formations. Et je le précise aussi, un élève de seconde ou de première peut tout à fait s'inscrire et se créer un compte sur Parcoursup de manière à pouvoir enregistrer des favoris, des petites notes qu'il va se garder pour lui-même. Et on garantit même pour ceux, par exemple, je prends le cas d'un élève de première qui s'est créé un compte sur Parcoursup, à identifier des favoris, s'est fait déjà quelques petites notes pour lui-même, et bien quand il reviendra sur Parcoursup, on lui récupérera les favoris qui s'étaient créés, de manière à ce que quand il sera candidat de terminale, il ait déjà finalement un petit chemin qu'il a fait dans la construction de son projet d'orientation. Deuxième bon réflexe quand on passe à la diapo 9, c'est d'échanger et de se préparer. Échanger au sein du lycée, échanger avec des formations post-bac, lycéens, enfin étudiants plutôt, ambassadeurs ou enseignants du supérieur. Ce qui est très important, c'est bien d'avoir en tête qu'il ne faut pas rester seul uniquement face à la plateforme. Il faut combiner l'information que vous trouvez sur la plateforme et l'échange que vous avez est très concret avec soit des étudiants qui ont déjà eu le même parcours que celui que veut faire votre enfant, soit des enseignants qui sont spécialistes de cette formation. Les dates des journées portes ouvertes, vous les retrouverez à compter du 17 décembre, toutes sur Parcoursup pour chacune des formations. Et moi, je vous dis en 8 ans, ce qui est confirmé chaque année, c'est que le meilleur moyen de se rassurer pour les lycéens, c'est d'aller à la rencontre de ces professionnels ou de ces étudiants lors des journées portes ouvertes. Évidemment, l'espace Parcoursup comprendra beaucoup d'outils qui sont faits pour vous accompagner, qui sont très utilisés. Vous découvrirez tout à l'heure, on a un simulateur, et bien 80% des lycéens ayant fait la plateforme l'an dernier nous ont dit l'avoir utilisé pour se forger une opinion sur leur possibilité d'accès à telle ou telle formation. Et puis, pour anticiper la phase d'admission, on a mis un site d'entraînement en place. Et plus d'un lycéen sur 2 l'a utilisé effectivement. Voilà, je crois que c'est des outils utiles en combinant le numérique et en combinant aussi l'espace réel dans lequel vous confortez ou confirmez les premières informations que vous avez eues sur Parcoursup. Je vous propose qu'on ait peut-être une petite pause à partir. Il y a peut-être des questions générales. Merci beaucoup. Alors, une première question qui paraît toute bête. Est-ce que Parcoursup propose des études supérieures sans avoir obtenu le bac? Alors, non et oui. Je dis d'abord non parce que le principe sur Parcoursup, c'est il faut avoir le baccalauréat. Baccalauréat premier, le Sésame, premier diplôme de l'enseignement supérieur, Sésame pour accéder aux formations de Parcoursup.
Le petit oui que je dis, c'est qu'il existe pour certaines formations qui sont sur Parcoursup, spécialisées, par exemple les formations dans des métiers d'art, eh bien, il y a des élèves qui ne passent non pas le baccalauréat, mais par exemple un brevet des métiers d'art ou un brevet des métiers de la musique. J'ai évoqué ça aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai encore bien en tête. Euh, euh, et donc, il y a quelques formations qui, par dérogation au principe général d'avoir le baccalauréat, finalement, propose cette relation. Mais on est sur des secteurs très ciblés, et c'est des diplômes type brevet des métiers d'art ou brevet des métiers de la musique. Autre question, est-ce qu'une formation sur Parcoursup est une garantie de qualité et de reconnaissance par l'État? Alors, je vais détailler un peu parce que tous les mots ont leur sens. La reconnaissance par l'État, c'est en fait l'État c'est large. Vous pouvez avoir des formations de l'apprentissage qui sont reconnues par l'État au sens ministère du Travail, mais qui n'ont pas une reconnaissance de qualité délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est un peu ça aujourd'hui l'ambiguïté, c'est que et le gouvernement a engagé un projet de loi pour que progressivement on arrive à faire en sorte que toutes les formations sur Parcoursup ont une reconnaissance de qualité délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur, pas simplement des fois d'autres ministères. L'enjeu est fort parce que ça veut dire qu'on puisse vraiment avoir des garanties de qualité. Ceci étant, les formations qui sont sur Parcoursup, toutes les formations sous statut étudiant, si je le précise vraiment, elles sont toutes reconnues par l'État, ministère de l'Enseignement supérieur. C'est les formations en apprentissage où il y a plus de sujets de réflexion et de débat. Deuxième élément, je crois qu'au-delà du renforcement de la qualité, c'est pour toutes les formations sur Parcoursup, que ce soit des formations en apprentissage ou des formations sous statut étudiant, il y a des engagements qui sont pris, des engagements que le ministère s'assure de vérifier la mise en œuvre. Et si votre enfant se trouvait confronté à une situation compliquée, il peut tout à fait écrire sur Parcoursup pour signaler un comportement de formation qui ne lui paraît pas acceptable et auquel cas nous allons l'instruire et assurer finalement la réponse auprès du candidat qui nous a saisis. C'est quoi ces engagements? Des engagements d'abord de transparence. J'ai évoqué tout à l'heure la carte d'identité en bandeau transversal, j'y reviendrai, mais on trouve des informations. La garantie est de la transparence sur, par exemple, le tarif, la garantie de la transparence sur le statut. Je crois que c'est des éléments importants. Il y a aussi des engagements sur le respect de votre liberté de choix. Interdiction de vous faire pression pour accepter une formation, interdiction de vous questionner sur quels sont les autres vœux que vous avez formulés. Et puis, je crois que c'est important, je le gardais pour la fin, engagement sur les intérêts financiers, la protection des intérêts financiers des familles. Aucune formation présente sur Parcoursup ne peut vous demander un acompte et n'a le droit de vous demander un acompte. On paye des frais de scolarité uniquement quand on s'inscrit. Et je crois que c'est un point important parce que beaucoup des formations qui sont hors de Parcoursup et qui souhaitent rester hors de Parcoursup souhaitent le faire parce qu'elles veulent garder un modèle économique dans lequel elles demandent des acomptes dès le mois de janvier ou février. Donc regardez bien où vous mettez les pieds. Les formations sur Parcoursup ne vous demanderont jamais d'acompte. Et une dernière question qui va compléter le propos que vous allez poursuivre. Vous allez évoquer la création du compte enfant, du compte élève. Est-ce qu'il existe un compte parent sur Parcoursup? Alors c'est un point important, j'y reviendrai d'ailleurs juste la slide d'après. Les parents n'ont pas de compte sur Parcoursup. Parcoursup est en quelque sorte la première procédure administrative que votre enfant va faire en autonomie. L'autonomie, de ce que j'ai appris à l'école, c'est pas l'indépendance. C'est une petite différence. Euh, La difficulté dans le métier de parent, au-delà du fait qu'il n'y a pas de diplôme et qu'on l'apprend sur le tas, c'est que finalement, vous devez trouver la bonne distance entre l'accompagnement et en même temps cet encouragement à l'autonomie. Et Parcoursup, c'est un bon exercice de ce point de vue-là, même si évidemment, il est redouté par beaucoup d'entre vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est votre enfant qui a un compte, c'est votre enfant qui a son compte candidat et un compte personnel. Ça veut dire aussi, j'y reviendrai, que vous pouvez créer dans le dossier de votre enfant, mettre vos coordonnées de mail et de portable pour que, à chaque fois que j'écris à votre enfant, vous receviez l'information. Et puis parce que la vie, voilà, elle a ses surprises et des fois pas forcément que les bonnes, il y a des situations de conflit
entre les parents et les enfants. Alors, c'est pas Parcoursup qui est générateur de conflits, mais c'est les questions, où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire, enfin, chacun appréciera la situation. Euh, Sachez que les parents sont évidemment les tuteurs légaux de leur enfant quand il est mineur. S'il devait y avoir une situation de tension très vive dans laquelle un enfant veut pas, absolument pas communiquer à ses parents ce qu'il souhaite faire, les parents ont le droit de s'adresser à Parcoursup pour récupérer le compte de leur enfant dès lors qu'il est mineur. Évidemment, ça fonctionne plus une fois qu'il est majeur. Mais vous voyez, ça, c'est des cas critiques en quelque sorte. Je vais jusqu'au bout de la logique. Mais la logique, c'est plutôt l'autonomie. Quand vous avez fait Affelnet, vous l'avez fait pour lui ou pour elle. Là, maintenant, c'est à lui de prendre en main son destin. C'est ce qui fait que dans Parcoursup, il y a aussi une forme d'angoisse aussi, parce qu'il se trouve être aux manettes. Et voilà, c'est pas le même exercice que quand on l'a fait de manière un peu théorique, vous voyez. Parfait, Mais merci beaucoup pour ces éclaircissements. Du coup, je vais vous laisser continuer justement sur le compte enfant, le compte voilà. élève. Donc c'est l'occasion, si on passe à la diapo suivante, c'est donc on a évoqué le calendrier, on a évoqué les bons réflexes, on a évoqué les formations. D'abord, il y a l'inscription sur Parcoursup. Elle interviendra à compter du 19 janvier 2026. D'abord, quand on est pour être candidat sur Parcoursup, il faut d'abord se créer un compte. Alors tous les lycéens qui sont dans un lycée recevront quelques jours avant le 19 janvier un message qui leur adressera un lien pour se connecter en quelque sorte à partir de l'adresse mail qu'ils ont renseigné au lycée de leur établissement. C'est important que l'adresse mail soit transmise au lycée, ce qui est sans doute le cas, soit une adresse personnelle du lycéen, pas l'adresse de ses parents. C'est important aussi que ça soit pas une adresse de NT, vous voyez, parce que l'adresse de NT, à partir du mois de juillet, elle s'arrête avec la fermeture du lycée. Il faut une adresse en continu et consultée. La deuxième étape, c'est de créer son dossier. La création du dossier se fera à partir de ce qu'on appelle l'identifiant national élève, l'INE qu'on retrouve sur le bulletin scolaire, qu'on retrouve sur le relevé de notes des baccalauréats. Si vous avez la moindre difficulté, vous demandez au lycée, ils vous le donneront et vous récupéreront. Deux choses qui sont importantes à retenir. La première, c'est que les lycéens renseignent un numéro de portable valide pour recevoir les alertes qu'envoie Parcoursup ou les messages, et ça, je crois que c'est important. Et puis, ce que je venais de dire et que vous retrouvez là, je vous conseille ardemment de renseigner vos coordonnées dans le dossier de votre enfant. Je vous dis, le fait que vous receviez en même temps les mêmes informations que je lui communique, ça permet souvent de réparer les oublis, ou en tout cas d'anticiper les oublis potentiels, et puis de favoriser l'échange, parce que quand vous aurez reçu un message qui dit il vous reste 3 jours pour formuler des vœux, ça sera l'occasion d'avoir un petit échange en soirée pour se dire où on en est sur les vœux. N'oublie pas de ne pas le faire à la dernière minute. Alors, si vous faites ça, vous serez sympa parce que vous relayerez mon message que je donne ardemment, et en même temps, chacun d'entre vous en est bien conscient, et moi je vous dis, 70% des élèves font leurs vœux dans les 3 derniers jours. Donc ça se déroule comme ça chaque année. Je suis pas exempt moi-même de reproches. Les impôts vous diraient que je les fais pas toujours en avance. Mais voilà, en tout cas, moi ce que je veux, c'est essayer que tout ça se fasse de manière sereine en ayant les bons réflexes. On va venir maintenant dans le cœur du sujet, à travers la diapo suivante, sur la question de la fiche formation, parce que la fiche de formation, c'est le cœur de Parcoursup, ce qui garantit la possibilité d'avoir des informations sur le contenu de la formation et ses débouchés, sur les critères et les modalités de candidature. Par exemple, il y a sur Parcoursup, dans les formations sélectives, il y en a qui ne se contentent pas d'un examen de dossier, mais prévoient des concours, mais prévoit des entretiens. Voilà, donc vous avez des modalités de sélection tout à fait diverses qui sont renseignées et sur lesquelles on fait la transparence via Parcoursup. Et puis, il y a des informations plus riches pour réfléchir avant de faire des vœux, et notamment, mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que Parcoursup soit prévisible. Prévisible, ça ne veut pas dire qu'on vous donne exactement quel va être le résultat, parce que moi, je ne suis pas Madame Irma, mais prévisible, ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise, et que là où vous faites des vœux, on vous donne des éléments d'information pour vous dire c'est plus ou moins difficile d'y accéder. On va rentrer dans le détail en commençant par la question des critères de candidature sur la diapo suivante. Ce que vous voyez là est globalement une capture d'écran de ce que vous voyez sur chaque fiche de formation sur Parcoursup,
Avant de rentrer dans les critères, vous voyez là qu'on est sur cet onglet, mais il y a 6 onglets au total qui vont de la présentation de la formation, passant par les critères, les modalités de candidature, les chiffres d'accès à la formation, j'y reviendrai juste après, et puis ensuite la question des débouchés, et puis les contacts pour échanger avec un établissement. Là, on fait un petit focus sur la question des critères, et vous voyez d'abord une présentation, je vais prendre en 3 volets. Un, à travers l'accolade, d'abord sur chaque fiche de formation, la possibilité d'identifier quels sont les éléments fondamentaux des critères de recrutement. Est-ce que ce sont les résultats scolaires, les méthodes de travail, la motivation ou encore l'engagement? L'accolade fait toujours 100, mais évidemment, selon les formations, le poids relatif de toute ou partie de ces éléments est différent. Deuxième élément, la brique conseil et candidat que vous voyez, qui vient, comment dire, apporter des éléments très concrets qui sont rédigés par les enseignants à la lumière des recrutements des années précédentes. Donc je crois que c'est toujours utile pour vos enfants d'y prêter attention. Et puis la déclinaison de l'accolade dans la dernière brique rouge, ce sont le détail des critères d'analyse de candidature. Là, j'ai pris une formation au hasard et vous avez uniquement la première ligne, mais il y a bien d'autres lignes qui donnent le détail. Et vous voyez que dans les résultats scolaires, ça se décline avec là, le résultat en français, histoire géo, philosophie. Évidemment, toutes les formations n'ont pas exactement la même chose parce qu'il y en a beaucoup de très différentes, mais je crois que c'est un élément qui vous permet de percevoir quels sont les critères. Et ces critères sont rédigés par les enseignants. Ils sont en train de terminer cet exercice. C'est pour ça que je ne pourrai afficher l'offre 2026 qu'à compter de mercredi prochain, parce qu'ils sont en train de finaliser leur exercice que vous verrez, vous, en grandeur réelle à partir de la semaine prochaine. Si on passe à la slide suivante, je voudrais commencer à rentrer dans, et je vais le faire en deux diapos, sur cette rubrique très importante qui est les visualiser les chiffres d'accès à la formation. Elle se présente en 2 étapes. D'abord, la première page est un élément d'information générale. Quels sont les chiffres globaux de l'accès à la formation au cours de l'année précédente? Alors, ce que vous voyez là, parce que c'est une copie d'écran que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous voyez les données 2024 à partir de mercredi prochain. Ce que vous verrez là, c'est les chiffres globaux d'accès à la formation en 2025. On vous donne un focus qui va de gauche à droite. Combien il y avait de candidats qui ont postulé, combien ont eu une proposition, combien ont choisi d'intégrer la formation. Et puis, ensuite, vous basculez à droite, vous pouvez choisir votre profil. Là, on est sur un profil bac général, mais on aurait pu être bac technologique ou bac professionnel. Et vous voyez un focus dans les données. Donc, vous comprenez que parmi les 1857 candidats d'une manière globale, si je le ramène au bac général, il n'était plus que 1574. Et vous avez la même distribution. Il y a un petit chiffre qui est identifié en dessous qui s'appelle le taux d'accès et que on vous donnera à voir d'ailleurs dès la carte des formations. Qu'est-ce que le taux d'accès? Le taux d'accès, c'est la proportion des candidats qui ont reçu une proposition d'admission. Je vous donne 2 exemples un peu polaires. 100% de taux d'accès, ça veut dire que tous les candidats qui ont formulé une candidature ont reçu une proposition dans la formation. Si vous avez un taux d'accès à 5%, eh bien écoutez, ça fait que 5% des candidats, donc vous mesurez la tension relative de ces formations à travers cet indice. Mais on va plus loin depuis l'an dernier sur Parcoursup, c'est la diapo suivante, et on vous permet de travailler sur un simulateur en quelque sorte pour essayer d'identifier vos possibilités d'accès sur la formation. Ce simulateur, pour vous donner les éléments, il a été construit en consultant les lycéens, en dialoguant aussi avec les parents d'élèves et en particulier avec l'appel. On va lire les slides de gauche à droite et je précise que sur toutes les fiches formation sur Parcoursup, statut étudiant, eh bien vous pouvez faire ce même exercice vous-même. Il est personnalisé, ce simulateur. On a dit qu'on était sur la slide précédente, on a dit qu'on était un profil de bac général. Eh bien, vous pouvez renseigner les 2 enseignements de spécialité que vous avez en terminale, et puis, vous voyez, il y a une petite réglette, en quelque sorte, de niveau de moyenne générale, de terminale, des premiers et deuxièmes trimestres, sans coefficient, sans option, à vous de mettre. Et puis, quand vous faites voir le résultat, s'affiche le tableau du milieu, d'abord. Qu'est-ce que dit le tableau du milieu? Le tableau du milieu vous dit que pour un élève d'un profil de moyenne générale 15/20 avec en ayant fait la doublette de spécialité mathématiques et SES, eh bien dans la dite formation, il a reçu régulièrement des propositions d'admission. Régulièrement, ça veut dire entre 20% et 50% globalement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un, on peut vous conseiller de faire un vœu pour cette formation si elle vous intéresse, mais 2, il faut que vous, en tant que parent, vous ayez aussi le réflexe.
Quand on reçoit des propositions régulièrement, ça ne veut pas dire qu'on en reçoit tout le temps. Et donc, il faut se ménager et penser à diversifier, à faire d'autres vœux pour ne pas prendre le risque de ne pas avoir de propositions sur cette formation. Ce qui est très important à retenir, c'est que voilà, cet exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez sur toutes les formations qui vous intéressent. Pour vous dire, l'an dernier, 80% des lycéens de la procédure Parcoursup sur les 650 000 ont utilisé cet outil pour rendre finalement, pour avoir une approche de leur possibilité d'accéder à telle ou telle formation. Et au total, on a eu 14,5 millions de clics sur voir le résultat. C'est vous dire que, un, ça correspond à une vraie demande, et deux, les gens y ont trouvé des résultats. Dernière diapo que vous voyez sur la droite et qui s'affiche en fonction aussi des paramètres que vous avez vous-même renseignés. On vous dit, le tableau du milieu, on vous dit quels sont ceux qui ont reçu des propositions. Le tableau qui est le plus à droite, c'est quel est le profil de ceux qui ont choisi d'intégrer les formations. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on reçoit une proposition qu'on va forcément y aller. Il y a des candidats qui reçoivent plusieurs propositions, qui doivent choisir, qui ne vont pas. Cette slide, elle est intéressante parce que, un, elle vous donne à la fois une distribution de la moyenne générale dans ceux qui sont admis, voilà, et vous avez un élève sur 10 était entre 13 et 15, si je ne me trompe pas, si je vois bien. 8 élèves sur 10 étaient entre 15 et 17, je crois. J'ai du mal à voir parce que c'est écrit trop petit. Et puis, vous voyez surtout la distribution des doublettes d'enseignement de spécialité. Je crois que c'est intéressant parce que, vous savez, souvent, il y a l'angoisse des lycéens en disant « Ouais, mais avec ma doublette, est-ce que je peux aller ici? Est-ce que je me suis trompé de doublette ?» Vous voyez, ça vous permet cet exercice de regarder pour chaque profil de formation, finalement, quel a été le profil des lycéens au cours des 3 dernières années qui sont allés dans cette formation. Soit pour constater que les profils de doublettes de spécialité sont très restreints, soit pour constater, à l'inverse, qu'il y a une très grande diversité. Et moi, ce que je sais de Parcoursup, c'est que les formations, d'une manière générale, s'attachent plus à la qualité du niveau scolaire, en termes d'expression de notes, plutôt qu'au choix d'EDS. Parce qu'un élève très brillant, y compris sur des EDS qui ne sont pas les plus adaptés, reste un élève très brillant. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Celui qui veut faire une licence de maths et qui n'a pas pris mathématiques dans les EDS, voilà, je pense que ça va se voir tout de suite. Et l'exercice est intéressant pour ça. Je vous le dis aussi parce que cet exercice, il est à la fois pour convaincre, par exemple, une jeune fille qui a un bon niveau scolaire, mais qui n'ose pas candidater à une classe prépa en se disant qu'elle n'a pas le niveau, elle va pouvoir faire l'exercice qu'elle a le niveau. Et je crois qu'on a évoqué tout à l'heure le rôle de parents, la distance à avoir. Je pense que c'est intéressant de partager ces résultats quand il faut convaincre. Peut-être que quelqu'un à dépasser sa crainte pour être ambitieux. Mais cet exercice sert aussi à prévenir les comportements de surconfiance de celui qui ne va faire qu'un seul vœu parce qu'il est sûr de lui, mais souvent trop sûr de lui. Je vous donne l'exemple, moi j'étais, il y a maintenant presque 15 jours, au salon de l'éducation qui était porte de Versailles à Paris, et puis je vois arriver un jeune homme vers le stand, j'y étais tout le week-end, et le jeune homme me dit, moi je ne veux aller que au lycée Henri IV. C'était du pain béni, ce jeune homme, parce que c'était l'exemple parfait que je voulais illustrer. Et donc, on a joué à la réglette avec lui, et j'ai fait exprès de mettre jusqu'à 20 sur 20. Et ce qu'on voyait comme résultat, c'est qu'à 20 sur 20, il avait plus de 80% de résultats. Les gens de son profil avaient été admis à plus de 80%, mais 80%, c'est pas ça. C'est ça qui est important. Et quand on sait que sur le lycée Henri IV, tous les élèves qui y candidatent sont des élèves brillants, excellents, ça veut dire que, et sa maman a tout de suite compris, elle a dit, il va falloir faire d'autres vœux pour se ménager des solutions de secours ou de sécurité. Et je crois que c'est important d'avoir tous ce réflexe-là. On passe à la slide suivante pour parler aussi d'un point d'information qui figure dans la rubrique poursuivre les études et débouchés. Vous voyez notamment à la fois des informations sur la poursuite d'études, des informations sur les débouchés. À l'issue de la formation, 6 mois après, où sont les étudiants? Quelle est la part de ceux qui sont en emploi? Quelle est la part de ceux qui sont en poursuite d'études? Quelle est la part de ceux qui sont dans d'autres types d'activités? Ces informations, vous en donnez, c'est dans le bandeau du milieu avec le vert, le bleu et le orange. Et puis, vous avez une information que j'ai mise à droite, c'est quel est le salaire indicatif 1 an après la sortie des études. C'est un salaire médian. Je crois que ces éléments sont aussi des éléments de réflexion pour les lycéens et les parents. On s'engage dans des voies de formation en ayant
appréhender les conditions d'accès à l'insertion professionnelle, les conditions de salaire à la sortie. Diapo 16 qui permet de conclure cette partie et puis de prendre à nouveau une salve de questions. Quelques règles importantes à retenir, qu'on aura l'occasion de revenir début février avec vous tous, si vous revenez. D'abord, on peut faire jusqu'à 10 vœux sur les formations sous statut étudiant, 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Alors, jusqu'à 10 vœux ne veut pas dire obligatoirement 10 vœux, ça veut dire que vous avez la possibilité. Il y a même la possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières de formation. Je crois que c'est important parce que ça permet de diversifier. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire les classes préparatoires et notamment la classe préparatoire informatique, elle s'appelle MP2I. Eh bien, le fait de faire cette formation-là vous coûtera un vœu sur vos 10 et vous pourrez choisir jusqu'à 10 lycées différents qui proposent cette même formation de classe prépa. Donc, voyez bien qu'à la fin, vous pouvez avoir plus que 10 vœux dans l'absolu, mais qu'on a une comptabilité entre vœux et sous-vœux. Alors, je vous rassure, pas besoin d'utiliser vos doigts ou un cahier. Il y a un compteur des vœux et des sous-vœux sur Parcoursup. Et il y aura dans le dossier de votre enfant et dès le 19 janvier, des petites vidéos, des petits tutos. Je ferai des lives, moi, pour expliciter. Évidemment, on y reviendra avec l'appel et vous tous abondamment début février. Les vœux sont formulés librement par les candidats, je l'ai dit, pas de classement par ordre de priorité, pas d'obligation de prendre des formations comme ci pour pouvoir prendre des formations comme ça, vous êtes entièrement libre. Et une réponse sera apportée à chaque vœu formulé à compter du 2 juin. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous vous inscrivez le 19, il n'y a pas de course de vitesse. C'est pas celui qui a terminé ses vœux le 19 janvier qui sera plus pris que celui qui les fait au 12 mars. Ce qui est important, c'est de respecter la date limite qui est celle du 12 mars, 23h59, heure de Paris. On précise l'heure de Paris parce que tous les lycées français de par le monde participent à la procédure Parcoursup et qu'il faut se trouver une règle commune. Donc, vous pouvez commencer des vœux le 19 janvier, vous pouvez tous les refaire le 3 février. Ce qui compte, c'est la photo finish que je prendrai le 12 mars, 23h59, heure de Paris. Chaque formation n'a connaissance que du vœu que vous avez fait pour elle. Elle ne connaît pas les autres vœux, elle n'a pas à vous le demander, vous n'avez pas à lui communiquer, vous êtes libre. Et puis j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous gardez-le en tête que sur Parcoursup, on ne vous demande jamais de choisir définitivement tout de suite. Je prends le cas parce que je sais que certains l'ont peut-être déjà écrit dans le chat. Qu'est-ce qui se passe si j'ai trois réponses à mes vœux et que la formation qui m'intéresse le plus, je n'ai toujours pas la réponse, je suis en liste d'attente. Est-ce que je peux accepter la première en gardant mon vœu qui est en liste d'attente? La réponse est oui. Voilà, pour vous rassurer définitivement sur cette question. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour faire une petite pause sur des questions avant de développer d'autres aspects. Et oui, du coup, les questions arrivent. La première, par rapport à justement la fiche formation. Vous nous expliquez que voilà, sur Parcoursup, il y a les moyennes des élèves admis. Ces moyennes, elles sont tirées de quelles notes? Alors, Seconde, première, terminale, voilà, pour c'est les expliquer à nos moyennes. parents. Alors, si vous allez sur Parcoursup, vous verrez cette information très précise. Elle est écrite. C'est les moyennes de terminale, premier et deuxième trimestre, sans coefficient, sans les options. C'est important que je précise à ce moment-là, mais je pense que tout le monde l'a compris. C'est calculé sur l'ensemble des candidats sur les 3 dernières années. Donc, on prend 3 ans précisément pour avoir une série statistique qui est fiable. Qui n'est pas une année, vous voyez ce que je veux dire, complètement différente des années précédentes. Donc, il y a une fiabilité de la statistique. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas faire dire au simulateur ce qu'il ne veut pas vous dire. Je précise. Si votre moyenne générale est constituée, elle augmente parce que vous êtes très bon en EPS et en éducation à la citoyenneté, en EMC, et que vous voulez aller sur une licence de physique, et que vous n'avez pas des bons résultats sur les matières scientifiques, voilà. Votre moyenne générale, elle est trompeuse en quelque sorte. De la même manière, si vous avez une formation dans laquelle les résultats scolaires sont vraiment minoritaires, alors c'est très rare sur Parcoursup, parce que généralement, c'est plutôt les résultats scolaires qui sont mis en avant, et c'est bien logique. Voilà, mais il y a une fiabilité des résultats, c'est à partir de cette moyenne générale. Évidemment, quand vous regardez, et c'est toujours le bon réflexe, c'est que
dans le résultat qui s'affiche, reportez-vous toujours et on vous le dira, cette formation prend telle part pour les résultats scolaires. Elle accorde 70%, 80% aux résultats scolaires. Ça vous permet d'appréhender, de relativiser l'information qui vous est donnée. Deuxième élément, allez consulter les critères, parce que c'est là que vous allez voir évidemment les matières les plus prépondérantes dans l'examen à ce dossier. Donc voilà, je crois que c'est un élément d'éclairage. Ça n'est pas un élément de prédiction. Je crois que c'est important à dire, parce que moi, je ne suis pas monsieur météo non plus. Par contre, c'est un élément de rétroviseur fiable. Je vous dis encore une fois, 14,5 millions d'utilisations en 2025 et je n'ai pas eu de remarques des formations, des enseignants du scolaire qui accompagnent leurs élèves. Donc c'est un élément qui rassure. Et c'est un élément qui est à votre main. Vous pouvez tester toutes les configurations, tester avec 8 sur 20, tester avec 20 sur 20 et puis tester avec votre vraie note. Voilà, mais au moins vous aurez fait l'exercice et vous aurez vu les différences et les résultats se modifier en fonction des paramètres que vous rentrez dans l'outil. Alors, c'est une question qui revient tous les ans justement sur les notes. On sait qu'il y a des établissements qui sont plus ou moins exigeants avec nos jeunes. Est-ce que Ouais. Parcoursup en prend connaissance ou J'avais pas? peur, Madame Coquelet. On avait commencé depuis 45 minutes, je n'avais pas vu cette question arriver. Alors, cette question, elle est importante. Les formations sur Parcoursup voient le lycée, le nom du lycée. Elles ne voient pas le nom du lycée pour discriminer en fonction du lycée. Je voudrais rassurer de ce point de vue-là, la discrimination, elle est interdite. C'est pas parce que vous êtes dans un lycée public ou privé sous contrat que vous êtes mieux ou moins ou maltraité. Je crois que c'est important et ça n'a pas lieu d'être et c'est proscrit par la loi et c'est proscrit par la charte de Parcoursup. Deuxième élément, quelle est la réalité derrière? Évidemment, c'est la différence des notations des lycées. Mais je crois que tous ceux qui nous écoutent et vous-même, vous conviendrez, parce que moi c'est comme ça que je l'ai vécu et je ne suis pas le seul, c'est que la question de la notation, elle est différente à l'intérieur du même lycée. Et que souvent, dans plusieurs enseignants d'une même discipline, on retrouve des différences de notation. Qui n'a pas connu, n'est pas arrivé dans son lycée en disant qui c'est que t'as cette année, t'as Monsieur Dupuis, t'as pas Madame Martin, bah, il note vachement moins bien. Enfin voilà, je crois qu'il faut relativiser toutes ces questions de manière très générale. Il y a certains lycées qui savent très bien, en fonction de l'origine, quelle est la pratique de notation. Et puis surtout, je crois qu'il faut le relativiser parce que le ministère de l'Éducation nationale travaille sur ces sujets. Un, chaque proviseur reçoit chaque année les différences de notation entre le contrôle continu et les épreuves finales de bac de ses élèves, pour qu'il y ait une cohérence entre les deux. C'est ça qu'il faut viser, évidemment. Et puis, dans tous les lycées, peut-être les parents d'élèves ont-ils été consultés sur le projet d'évaluation de l'établissement, dans lequel l'objectif, c'est bien d'avoir une harmonisation, une cohérence dans les pratiques de notation. Donc, moi, je voudrais vraiment vous rassurer. Vous avez vu dans les chiffres que j'ai donnés au départ, qui a écrit au départ 66% des élèves dès le premier jour ont eu au moins une proposition. Je parle que des lycéens. 80% au bout d'une semaine. Et à la fin de la session Parcoursup, c'était 93% des lycéens. 93% des lycéens, ils ne sont pas tous dans le même lycée. Voilà. Donc ça, je pense que ça doit vous rassurer. Et puis, dernier élément, je dois le garder pour la fin. Euh, mon neveu, l'an dernier, était sur Parcoursup. Et à Noël, il me dit, je ne sais plus si c'était entre le foie gras ou le saumon, mais enfin, il y a un moment, il vient me voir, il me dit, tous mes copains, ils me disent que je dois changer de lycée parce qu'il y a le lycée, l'autre lycée qui cite, il note vachement plus large et donc on a un avantage dans Parcoursup. Alors je lui dis, mais si tes copains te disent ça, ils sont déjà tous partis vers ce lycée, puis même si tout le monde sait que dans ce lycée on note mieux, puis que dans le tien on note vraiment trop sévère et que c'est pénalisant, il n'y a plus personne dans ton lycée, t'es le dernier des Mohicans. Non, la réalité, c'était que c'était le lycée le plus demandé de la ville. Donc je lui dis, bah, mais alors, du coup, personne n'est discriminé, puisque si c'était le cas, il y a bien un moment que tout le monde serait parti. Donc, vous voyez, relativiser cette information, oui, les différences de notation, elles existent. C'est pas nouveau, ça date pas de Parcoursup, ça date de bien avant. Il y a des politiques mises en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale pour aller vers plus d'harmonisation, c'est important. Mais dans le processus de Parcoursup, moi je vous le dis, tous les élèves reçoivent des propositions. Et quand il y a des formations qui sont extrêmement sélectives, il y a un moment qu'elles savent exactement les pratiques des lycées et qu'elles regardent, c'est précisément aussi un lycée, pour recouper. Dernier élément, je le dis parce que les notes sont toujours appréciées aussi au regard des appréciations. Je vous donne
deux exemples, enfin, ou par rapport aux données qu'on fournit. Un, quand vous prenez, si vous allez sur la fiche de formation de la MPSI à Louis-le-Grand, MPSI c'est la formation scientifique très exigeante, vous verrez que les résultats scolaires ont un poids dans la pondération limité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils prennent tout le monde, tous les élèves qui se présentent, quel que soit le niveau, ça veut dire que tous les candidats qui viennent, ils ont tous entre 18 et 20. Donc en fait, la question de la notation n'est pas la plus déterminante. Ils vont regarder les appréciations. Donc il n'y a pas que la note, il y a aussi les éléments d'appréciation. Et puis dans ce même établissement, on va aussi regarder comment se constitue la note, quel est le rang de l'élève dans son groupe. Évidemment, vous concevez bien que si vous avez 20 mais que toute la classe a 20, ça donne une information sur la note. Si vous avez 14 mais que le reste de la classe et la moyenne de la classe est à 10, là aussi, ça vous donne une autre information. Et donc, les enseignants du supérieur ont de multiples informations qui leur permettent de croiser et de se donner une appréciation. Merci pour ces éclaircissements qui effectivement reviennent tous les ans, cette question. Justement, par rapport aux notes, et après on changera de sujet, les bulletins, est-ce que c'est les élèves qui les mettent sur Parcoursup ou c'est l'établissement qui les met Je, directement? je savais que vous vouliez faire une transition avec la slide suivante, puisque c'est exactement ce que je veux montrer. On s'y rend du coup? Oui. Allez. Diapo suivante, vous voyez, je ne vous ai pas trahi, la question de qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup. Alors, je vais commencer par ce qu'on voit à droite, la question des bulletins scolaires et notes de baccalauréat. D'abord, sur l'année de première, bulletin scolaire, note des épreuves anticipées de français, et pour le bac général et technologique, la note au titre du contrôle continu du baccalauréat. Et puis l'année de terminale, c'est bulletin scolaire premier ou deuxième trimestre, ou le premier semestre, quand le lycée a choisi de faire une politique de semestrialisation, ça existe. Toutes ces notes-là, pour l'essentiel des lycéens, elles sont remontées automatiquement par leur lycée. Les élèves n'ont qu'à vérifier ces notes-là, et quand l'échéance se fera vers la fin du mois de mars, où tous les lycées doivent avoir remonté la note, on écrira à chacun des lycéens, et donc à leurs parents, s'ils ont renseigné les coordonnées dans le dossier de leur enfant, pour leur dire c'est le moment d'aller vérifier vos notes. Normalement, il n'y a pas de difficulté, mais si jamais il y avait une difficulté, vous le signalez au lycée, il corrigera et il fera la remontée vers Parcoursup. On y trouve, au-delà des notes, aussi des informations. Évidemment, dans ce que je dis dans les bulletins scolaires, ils sont transmis avec les appréciations des enseignants, avec les données statistiques que j'ai évoquées, quelle est la note de l'élève, quelle est la note moyenne au sein du groupe classe dans lequel l'élève est. On retrouve aussi des informations sur le parcours spécifique des élèves. Est-ce que un élève est en section européenne, binationale ou dans le bac français international? On retrouvera toutes les certifications des compétences numériques, puisque pour les élèves de terminale, il faut qu'ils passent avant le mois de mars le PIX, comme on dit, la certification PIX, qui atteste d'un niveau de compétence dans le domaine numérique. Et puis vous avez ce qu'on voit à gauche, qui sont des éléments soit renseignés par l'élève, à son initiative, sur demande d'une formation ou encore renseigné par le lycée. Je commence par le haut, la rubrique activité centre d'intérêt, qui est une rubrique facultative permettant aux élèves de mentionner leurs compétences, expériences, engagements dans et hors du lycée. Par exemple, je suis délégué de classe, par exemple, je suis éco-délégué, mais par exemple, je suis bénévole dans une association culturelle, sportive ou artistique. On y trouve aussi la lettre de motivation quand elle est demandée par la formation. Toutes les formations ne demandent pas la lettre de motivation, c'est important à avoir en tête. Alors la question que je devine, c'est mais est-ce que la lettre, elle est lue? Oui, et nous avons demandé cette année aux formations qui demandent la lettre de motivation de préciser le contexte d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'elles disent si elles la lisent systématiquement parce que c'est un élément majeur de leur appréciation de la candidature, ou est-ce qu'elles font de la lecture, on va dire, un peu aléatoire, ou en fonction des dossiers, quand sur un dossier particulier, elles ont besoin de conforter leur appréciation en comparant les éléments de notes, les éléments de motivation, les éléments ailleurs d'appréciation des enseignants. Mais je crois que c'est important. En tout état de cause, pour un élève, la lettre de motivation, quand elle lui est demandée, il faut faire cet exercice. C'est un exercice personnel, sincère et qui n'a de sens que s'il est concret.
vous avez deviné, si c'est ChatGPT ou un de ses confrères qui fait la lettre de motivation, ça ne sert à rien et ça se verra, puisque précisément, les enseignants peuvent comparer des éléments de la lettre de motivation avec des éléments d'appréciation. Quand la lettre de motivation ressemble à du Proust et que l'appréciation du professeur français de première est, comment dire, mitigée sur la maîtrise de l'expression écrite, vous voyez ce que va deviner très vite l'enseignant. Il y a les pièces spécifiques ou formulaires, ça peut arriver sur certaines formations, par exemple les formations artistiques. Dans un BTS photo, on vous demande de produire un petit book pour exprimer votre créativité artistique. Et puis enfin, il y a la fiche à venir, souvent aussi un questionnement des parents. Qu'est-ce que la fiche à venir? C'est un document qui est renseigné par les équipes pédagogiques du lycée et transmis aux enseignants du supérieur. La fiche à venir, il y a 3 parties. Une partie qui comprend des appréciations spécifiques par les enseignants disciplinaires eux-mêmes, une appréciation qui n'est pas celle du bulletin de premier ou de deuxième trimestre, mais une appréciation spécifique qui exprime en quelque sorte la maîtrise que l'élève a sur la discipline par rapport aux enseignants futurs et à ce qu'ils souhaitent faire plus tard. La deuxième chose, c'est le professeur principal qui renseigne des compétences transversales, capacité de travail, méthode de travail par exemple, engagement. Et puis, il y a une dernière appréciation qui se fait pour chacun des vœux formulés, qui est une appréciation à l'issue du conseil de classe, renseignée par le proviseur, et qui est une appréciation à chaque fois sur la capacité à réussir. La fiche à venir, vous en consulterez les principes dans votre dossier. Vous n'aurez pas accès à la fiche à venir renseignée par les enseignants et le proviseur immédiatement, parce qu'autrement, vous serez derrière son dos au moment où il est en train de la remplir. Par contre, dès le 2 juin, début de la phase d'admission, vous aurez accès à l'intégralité de cette fiche à venir dans toutes ses éléments. Et moi, de mon expérience de 8 ans sur Parcoursup, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle la fiche à venir est complètement déconnectée des appréciations qu'ont déjà communiquées les équipes pédagogiques sur votre enfant. Donc rassurez-vous de ce point de vue-là. Sur la slide suivante, je voudrais donner une petite mise en visibilité sur la phase d'admission. Donc on a vu, vous formulez des vœux jusqu'au 12 mars, vous finalisez votre dossier, par exemple la lettre de motivation jusqu'au 1er avril, et puis ensuite, toutes les formations vont examiner les candidatures. Certaines vont prévoir, je le disais tout à l'heure, des concours, des entretiens, des oraux, en quelque sorte de sélection, et puis d'autres n'examineront que le dossier. Toutes les formations nous remonteront leur classement à la fin du mois de mai. Nous les vérifierons avant que débute la phase d'admission du 2 juin. C'est une phase dans laquelle il y aura des réponses dans le dossier. Et les élèves devront, en fonction des propositions qui leur sont faites, choisir dans un délai limité, évidemment, parce qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et choisir. La phase complémentaire que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est une phase qui permet à des lycéens qui n'ont pas eu de proposition de faire de nouveaux vœux, elle débutera à compter du 11 juin. Les résultats du baccalauréat, c'est le 7 juillet. Dès le 1er juillet, nous prendrons l'initiative d'appeler et d'inviter par message les candidats qui n'ont pas eu de proposition à se manifester pour se faire accompagner par le rectorat. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu plus tôt dans notre échange. 22 000 candidats ont sollicité cet accompagnement en 2025. À la fin de la procédure Parcoursup, il n'y avait que 38 lycéens à qui nous n'avions pas trouvé de proposition. La phase principale se terminera le 11 juillet, ce qui veut dire que pour tous les vœux que vous avez formulés au printemps, vous aurez des réponses à compter du 2 juin et que le processus de choix se déroule entre le 2 juin et le 11 juillet, de manière à ce que l'essentiel des lycéens puissent avoir une proposition, puissent avoir trouvé l'établissement de leur choix et puissent faire leurs inscriptions avant le 14 juillet. Je crois que c'est un point important. Je fais un petit focus maintenant sur 2 slides, sur deux sujets forcément d'attention pour tous, en tout cas, ou d'interrogation. Le premier, dans la diapo 19, sur l'accompagnement des candidats en situation de handicap ou atteint d'un trouble de santé invalidant. Premier principe auquel moi je suis très attaché sur Parcoursup, on n'est jamais obligé de déclarer une situation de handicap ou de problème de santé. Jamais, jamais, jamais. Parcoursup, c'est fait pour que des lycéens trouvent leur avenir dans l'enseignement supérieur, pas pour qu'on ait une appréciation en fonction de la différence entre chacun. La discrimination à raison du handicap est interdite.
Mais évidemment, il faut être aussi pragmatique. C'est pour ça que sur toutes les fiches Parcoursup, il y a un référent handicap que les familles peuvent consulter, avec qui elles peuvent interagir. Et c'est absolument essentiel pour se rassurer et pour trouver le bon chemin pour votre enfant quand il est dans une situation de handicap. Les enfants en situation de handicap en terminale peuvent avoir bénéficié d'accompagnement, le PAI, le PAP, enfin je ne les connais pas tous dans les sigles, parce qu'ils changent, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Nous ouvrons la possibilité, qui est une faculté, qui n'est pas une obligation, nous ouvrons la faculté sur Parcoursup de, pour un enfant en situation de handicap qui est accompagné, de renseigner les accompagnements dont il bénéficie au lycée. Cette information sera gardée par Parcoursup, elle ne sera jamais communiquée aux formations d'accueil. Par contre, le candidat, quand il aura trouvé sa formation, il pourra demander à Parcoursup d'envoyer cette fiche de liaison vers le référent handicap de son futur établissement. L'objectif, c'est quoi? Préparer la rentrée bien en amont de la rentrée, de manière à ce que l'accueil se passe dans les meilleures conditions possibles. Et puis pour les candidats en situation de handicap, on a un système un peu dérogatoire et exceptionnel. C'est pour un candidat en situation de handicap qui n'a pas trouvé une formation et qui est contraint dans sa mobilité, par exemple, c'est la possibilité de lui trouver la formation adaptée, répondant à ses besoins spécifiques, si sa situation le justifie. Il y a à ce moment-là un examen du dossier spécifique par les recteurs et leurs équipes. Deuxième petit focus que je fais en page 20, c'est sur ce qu'on appelle la césure. Il y a chaque année, vous savez, la césure, c'est une interruption d'études pour accomplir une mission, une action ou un engagement. Je la distingue très clairement de l'année sabbatique. L'année sabbatique, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. La césure, c'est vous êtes un étudiant inscrit dans une formation, mais plutôt que de faire la rentrée, finalement, vous faites un temps de césure. Et vous avez tous sans doute entendu les déclarations du président de la République annonçant la création d'un service militaire volontaire à partir de l'année 26, eh bien, le service militaire volontaire, il prendra la forme d'une césure. Pour ceux qui souhaitent combiner une projection vers l'enseignement supérieur et en même temps cet engagement personnel pour la nation. Comment ça fonctionne? La demande de césure, chaque candidat peut la faire dans son dossier Parcoursup. Cette information n'est pas communiquée aux formations d'accueil, mais cette information est conservée et lorsque le candidat a choisi son établissement, eh bien dans le dossier administratif que Parcoursup transmet à l'établissement, on signale à l'établissement que le lycéen a demandé une césure. Il y aura ensuite un dialogue entre l'établissement et le jeune pour apprécier la nature de cette césure et elle n'est pas accordée de droit, mais il faut une lettre de motivation précédée et c'est le président ou le directeur de l'établissement qui accorde cette césure. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a eu l'acceptation de sa césure? Ça veut dire que au lieu de faire sa rentrée, eh bien, on va partir dans son engagement, en quelque sorte, c'est son initiative. Ça veut dire qu'on partira avec un statut d'étudiant. Ça veut dire que on partira aussi avec une assurance, c'est que la place que j'avais eue, elle m'est gardée. Ça veut dire qu'au terme de la césure, quand l'étudiant revient, il peut retrouver sa formation sans problème. Évidemment, ça n'est pas un enfermement. Si le candidat, l'étudiant, au cours de sa césure, a changé son projet parce qu'il a découvert de nouveaux horizons, il peut tout à fait revenir sur Parcoursup, candidater l'année suivante et valoriser cette expérience de césure. Comment elle l'a transformée, comment elle l'a aidé finalement à trouver sa voie. Une page en 21 sur quelques conseils pour aborder sereinement Parcoursup et finalement rester efficace. La première chose, c'est de prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement de la plateforme, de tous les outils que nous mettons à disposition. Je crois que c'est important. Après 8 ans, on en est à la 9e saison. Je pense qu'on a fait le tour des différentes situations et donc vous pouvez trouver évidemment beaucoup de réponses à vos questions. La deuxième chose, c'est d'anticiper et ne pas attendre la dernière minute. Anticiper, ça veut dire, par exemple, pour ceux qui nous écoutent ce soir dont l'enfant est en seconde et en première, mobiliser les outils. On peut se créer un compte sur Parcoursup, on peut aller sur la plateforme Avenir et avoir des actions de réflexion sur le projet d'orientation avec ses enseignants. Posez-vous aussi pour ceux qui sont en terminale la question de découvrir les formations et de profiter des temps d'échange entre janvier et mars pour ne pas attendre la dernière minute pour faire ses choix de vœux.
Faites des vœux pour les formations qui vous intéressent. Ça veut dire, en gros, ça sert à rien de faire des vœux pour des formations qui ne vous intéressent pas. Ça vous semble absolument comment dire, banal, ce que je vous dis. Moi, je vous dis que chaque année, il y a des lycéens qui font des vœux sur des formations qui les intéressent pas. J'ai du mal à comprendre exactement pourquoi. Faites des vœux sans vous autocensurer, mais pensez aussi à diversifier sur des vœux et surtout évitez de ne formuler qu'un seul vœu. Vous connaissez tous l'expression populaire qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parcoursup, c'est pareil. Il ne faut pas mettre tous ses vœux dans le même dossier. Je crois que ce qui est important, c'est de diversifier. Chacun trouvera le bon équilibre, mais il faut que vous ayez une forme de diversité entre des vœux d'ambition, parce qu'il faut l'être, des vœux plus réalistes, et puis des vœux peut-être de sécurité. Voilà, je crois que c'est ce panel-là et les outils que nous mettons à votre disposition, ils doivent vous permettre de vous faire une opinion de ce qu'est l'ambition, de ce que c'est le vœu réaliste, de ce que c'est le vœu de sécurité. Ne restez jamais seul avec vos questions. Alors, vous êtes venu ce soir précisément pour échanger, et je vais passer la parole à Madame Coquelet, mais profitez des temps d'échange dans le lycée, profitez des journées portes ouvertes, de toutes les occasions de rencontres, parce qu'on ne peut pas se contenter de l'information uniquement qui est en ligne. Elle présente des éléments importants, des éléments justes et fiables, mais simplement, elle ne vous donne pas la chair humaine, et c'est normal, c'est pas son ambition. Par contre, cumuler les deux, c'est le bon réflexe. Préparez-vous aussi à choisir. La phase d'admission qui débute en juin, elle va vite. Il faut faire des choix. Alors, moi, quand on se reverra à la fin du mois de mai, certains diront à Mme Coquelet, dites-lui que les délais, c'est vachement court. Alors, elle me le répétera fidèlement. Mais moi, je lui dirais, mais vous vous rappelez, avec cette personne, on a déjà commencé à réfléchir le 9 décembre sur les choix de vœux. Donc, c'est pas au moment, il faut pas attendre la dernière minute pour se préparer à choisir. Et je crois que le bon réflexe, c'est quelques jours avant que ça commence, de dialoguer avec votre enfant. Bah, si tu reçois la formation A et B en même temps et qu'il faut faire un choix, qu'est-ce que tu préfères? Évidemment, c'est une question qui se débat en famille. On l'évoquait tout à l'heure. Quel est le rôle? Parce qu'il y a des formations qui peuvent exiger une mobilité et donc qui vont avoir une incidence sur la vie familiale. Voilà, tous ces éléments-là, il faut les discuter, mais on vous accompagnera. Et puis, dernier point que j'ai mis en noir à la fin est très important. Parcoursup, c'est une première étape. On peut se réorienter sur Parcoursup. En 2025, il y avait 183 000 étudiants qui cherchaient à se réorienter. Je crois que c'est important, donc si votre fils ou votre fille le fait, il ne sera pas seul. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête, on ne joue pas sa vie sur Parcoursup. C'est pas parce que les médias peuvent le dire de manière un peu, comment dire, pour attirer le chaland, que c'est une réalité. Je crois que c'est une première étape et que tous, dans nos parcours d'adultes, on a fait des choix, on a eu un parcours non linéaire, enfin je sais pas pour vous, mais en tout cas le mien il avait rien de linéaire, on dirait plutôt un serpent, et c'est des choix qui sont des mélanges de choix personnels, d'opportunités, voilà. C'est la même chose pour votre enfant, il fait un premier accès à l'enseignement supérieur et ensuite le chemin il le découvrira par lui-même, donc ça permet aussi en ayant ça en tête de réduire un peu le niveau de pression qu'on se met tous collectivement autour de ce choix fait à 18 ans. Deux dernières slides pour finir, s'il vous plaît. La première, c'est pour vous redonner les services qui vous aident à répondre à vos questions, le numéro vert, la messagerie contact, les comptes sociaux sur Parcoursup. Moi, je vous invite largement à vous abonner aux comptes sociaux Parcoursup. On diffuse beaucoup d'actualités, de conseils, d'informations. Par exemple, je crois que c'est le 30 janvier, je fais une session dédiée à la question de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. On diffusera en amont sur les réseaux sociaux pour vous prévenir de ce webinaire. Il y a un canal d'actualité Parcoursup. Alors, c'est pas pour les enfants, mais pour les parents. C'est pas le même canal que Pronote, mais enfin, voilà, vous voyez la mécanique. Tuto vidéo, quiz, une FAQ très riche, et puis un site d'entraînement qu'on verra tous ensemble au mois de mai, qui vous aide vraiment à simuler, voilà, comment c'est quand je reçois des propositions, comment c'est quand je dois choisir, tout ça vous rassurera. Dernière slide, et en quelques mots pour terminer, avant de passer aux questions. Quand on devient étudiant, c'est on devient étudiant dans une discipline pour reformation, on devient étudiant et on n'est plus lycéen. Il y a des possibilités d'accompagnement, bourse sur critères sociaux. Je rappelle que c'est à peu près un tiers des étudiants qui sont boursiers, donc
Parcoursup ne gère pas les bourses, mais Parcoursup vous préviendra du calendrier de constitution des dossiers de bourse. Il y a des aides à la mobilité pour les lycéens boursiers. Il y a des possibilités d'avoir des logements en résidence Crous. Et puis, vous êtes affilié au régime général de sécurité sociale. Je crois que c'est un point important. C'est aussi un changement de vie et un changement de statut, l'entrée de plein pied dans la vie d'adulte. Voilà ce que je voulais vous dire de manière synthétique. Je vous redonne la parole, Madame Coquelet, pour répondre à des questions. Merci pour toutes ces informations. Donc, on va reparler au niveau de l'année de césure. On a pas mal de questions qui reviennent. J'ai mon enfant qui souhaite, par exemple, refaire son année de terminale à l'étranger pour se perfectionner sur une langue, sur une autre langue. Est-ce que c'est considéré comme une année de césure ou non? Alors, je crois que c'est ça. Alors, j'ai pas tellement d'autres mots que l'année sabbatique, mais je pense que je le dis parce que je pense que ça évoque pour chacun. Si votre enfant il part tout seul dans un cadre, même si c'est un cadre accompagné, mais qui part indépendamment du post-bac pour faire son année de renforcement linguistique, ça n'est pas une césure. La césure, c'est vous êtes inscrit dans un établissement que vous avez eu sur Parcoursup. Au lieu de faire la rentrée, vous avez une période de césure. Et ensuite, on vous garantit la place. Alors, pour la question posée, si votre enfant va faire, après la réussite au baccalauréat, un séjour linguistique qui lui permet de renforcer ses compétences, en revenant, il pourra revenir sur Parcoursup aussi. Ça ne sera pas une césure, mais il pourra valoriser son dossier. Alors, attention, je préviens juste, je le dis parce que l'autre fois, on m'a posé la question et puis en regardant, c'est ce que j'ai vérifié. Par exemple, le concours de Sciences Po Paris, ils ne prennent que des lycéens de terminale. Ça veut dire que si vous partez faire un séjour linguistique, quand vous revenez, vous n'êtes plus un étudiant de terminale. Voilà, il faut avoir et vous renseigner aussi sur ce contexte-là. Donc, justement, une formation qui n'accepterait pas la césure ne garantit pas la place. Alors, quand la formation n'accepte pas la césure, elle vous a quand même accepté comme étudiant inscrit. Ça veut Mm. dire qu'elle ne vous permet pas. Alors, je précise que les refus de césure, je pense que c'est très rare parce qu'ils doivent être motivés, ils doivent être justifiés. Je pense que c'est quand des fois il y a un dossier très fragile et qu'on ne perçoit pas la réalité vraiment de la césure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, vous avez le temps de préparer votre dossier, de constituer. Moi, chaque année, j'ai de l'ordre de 9000 demandes de césure de la part des candidats sur Parcoursup. C'est un chiffre à peu près constant. Je ne sais pas combien font la demande effective, parce qu'au mois de mars, si vous voulez faire une césure, des fois, vous savez, les choses évoluent et puis on n'est plus tout à fait sûr du projet que l'on veut constituer. Une question revient ainsi sur les cordées de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, les cordées de la réussite, ce sont des dispositifs d'accompagnement des lycéens co-construits entre le lycée et un établissement d'enseignement supérieur. L'objectif, c'est de stimuler l'ambition scolaire, de permettre de la découverte du supérieur en amont. Évidemment, les lycées qui participent à des opérations de cordée de la réussite sont des lycées dans des quartiers prioritaires de la ville, mais des fois ça peut être aussi dans des lycées dans des zones plus rurales, dans lesquelles on est plus éloigné finalement des centres universitaires ou post-bac, et l'objectif c'est toujours d'avoir cette démocratisation. Sur Parcoursup, nous allons remonter les informations des lycées pour tous les lycéens qui sont inscrits en cordée de la réussite. Et si le lycéen le souhaite, la question lui sera posée, nous lui proposerons de communiquer cette information comme quoi il était en cordée dans son dossier de candidature. Parce que certaines formations, nous le demandons, c'est à peu près 40% des formations sous statut étudiant, nous ont dit qu'elles souhaitaient accorder une forme de bonus. Je ne peux pas le quantifier parce que ça dépend des formations, mais une forme de bonus aux lycéens qui sont dans des cordées de la réussite. L'objectif, c'est d'encourager finalement ceux qui sont peut-être plus éloignés du monde de l'enseignement supérieur à y accéder, à y réussir. Là, on va rentrer un petit peu de façon spécifique sur le dossier de l'élève. Euh, L'élève peut y ajouter ses jobs de week-end, tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est son professeur référent qui a le dernier mot sur ce qu'il ajoute dans son Non. dossier ou c'est vraiment le jeune? C'est vraiment son espace personnel. La question lui sera posée cette année, il peut montrer
enfin, il peut décider, mais c'est lui qui le décide. Est-ce que vous souhaitez, la question sera à peu près du genre, est-ce que vous souhaitez rendre visible à votre professeur principal les renseignements que vous avez mis dans votre dossier la rubrique activité centre d'intérêt. C'est aux lycéens de le faire. Moi, j'encourage plutôt à le faire parce que c'est plutôt de bonne administration. Et puis, je pense que parfois, peut-être que le professeur peut peut-être encourager un élève à dire des choses, des éléments qu'il connaît de l'élève, mais que l'élève n'a pas osé renseigner. Ça arrive aussi, ça. C'est-à-dire que quand on est élève, et je l'ai été aussi, on a l'impression que la seule chose qu'on sait faire, c'est être élève. En fait, parfois, la réalité est beaucoup plus différente. Et c'est pas une question. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je lis des articles chaque année, je crois, dans Télérama, dans Elle, dans le Nouvel Obs, etc., dans lequel c'est de bon ton de dire, ah, sur Parcoursup, on vous invite à vous mettre au piano, au poney, et puis au tir à l'arc, parce que ça fait bien sur Parcoursup. Tout ça, c'est du blabla. La réalité n'est pas celle-là. Celui qui fait du poney, du piano, du tir à l'arc, machin, bon, j'ai pas d'inquiétude pour lui. De toute façon, il trouvera ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est plutôt qu'on aille dire des choses à des élèves qui sont peut-être moins dans cette opportunité-là, mais qui ont déjà, par exemple, ils maîtrisent une langue familiale qui est une langue étrangère qu'ils n'ont pas appris à l'école. Évidemment que c'est une compétence. Mais évidemment qu'on ne le dit pas parce que c'est pas ce qu'on a fait à l'école. Un élève qui pratique un sport, pratique une activité culturelle, fait du théâtre, vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit pas, c'est pas une course à l'échalote dans laquelle il faut être le plus beau, le plus fort. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est peut-être que l'élève peut dire, il y a des éléments que je fais qui font partie aussi de moi et qui expliquent pourquoi je suis intéressé par tel ou tel type de formation. Et justement, par exemple, le SNU, est-ce que c'est un élément Oui, à ajouter oui. au dossier, Alors, l'enfant? Et est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est l'enfant qui doit, l'élève qui doit oui. l'ajouter ou c'est l'établissement qui le Non, fera non, puisqu'il en aura eu l'information? c'est l'enfant, c'est à l'enfant de le faire. Encore une fois, moi, je garantis pas que ça sera pris en compte. Enfin, je ne sais pas à quelle hauteur c'est pris en compte, mais de toute façon, je trouve que c'est toujours une bonne démarche parce que une fois que votre enfant deviendra un étudiant, ça va faire aussi partie, enfin, les adultes qui sont là le savent, ça fera aussi partie des éléments. Aujourd'hui, ce que recherchent les formations, comme recherchent aujourd'hui les employeurs pour plus tard pour votre enfant, c'est aussi ceux qui ont non seulement une tête bien faite, mais une tête bien pleine. Et c'est-à-dire qu'ils savent aussi se trouver des espaces différents de celui de leur discipline pour s'aérer, pour se cultiver, d'avoir une ouverture culturelle. Voilà. Je pense que moi, je crois beaucoup à ça parce que l'école, c'est fondamental. On n'y apprend pas tout. Ce qui est parallèle à l'école, ce qui est en dehors de l'école, est aussi un élément qui fait la personnalité de l'élève. Alors, je redis, euh, les notes, etc., sont des éléments prépondérants. Mais vous avez certaines des formations dans lesquelles c'est un point important. Je donne deux exemples. Les formations de licence de STAPS, par exemple, et bien dans les licences de STAPS, les activités d'encadrement, les activités bénévoles, les activités d'engagement sont des éléments qui sont vraiment pris en compte dans l'examen des candidatures parce que c'est au cœur de la discipline que vous allez ensuite apprendre à l'université. Je donne un autre exemple les formations d'école d'infirmières, 116 000 candidats en 2025, dont à peu près 66 000 lycéens, c'est vous dire que ça intéresse. Évidemment, quand vous avez fait votre stage seconde ou votre stage troisième, ou que vous avez déjà eu des actions d'accompagnement social, d'accompagnement de santé, enfin, vous voyez, tout ça compte parce que on sait tous, parce qu'on les a tous fréquentés, à un moment ou à un autre, une infirmière, c'est pas simplement de mettre la bonne dose dans la seringue. Une infirmière, c'est aussi des compétences sociales, c'est des compétences de travail en équipe, c'est des compétences de confiance avec l'usager que l'on a, et y compris, enfin, vous voyez, si l'infirmière a peur de la vue du sang, enfin, c'est mal parti, quoi. Enfin, je veux dire, et ça, c'est indépendant du niveau de notes que vous avez. Donc, voilà, moi, je crois beaucoup que les élèves sont riches de plein de compétences c'est un élément intéressant. Encore une fois, si votre enfant il n'a pas envie de s'inscrire là-dedans, il ne renseigne rien. Voilà, mais chacun est libre de le faire. Mais je crois que c'est un premier pied à l'étrier d'une réflexion aussi personnelle sur ce que j'ai aussi en moi, qui n'est pas simplement mes notes et mon statut d'élève. Merci pour ces éclaircissements. On va rentrer aussi dans le sujet des élèves à besoins éducatifs particuliers. Est-ce qu'il y a des places qui sont réservées pour les élèves à besoins Alors, éducatifs particuliers?
Je vous dirais un grand non et un petit oui. Euh, un grand non, le principe, c'est qu'il n'y a pas de place réservée sur Parcoursup pour les élèves en situation de handicap. Je vous dis quand même un petit oui. Par exemple, je sais, moi, qu'il existe, il y a deux formations d'écoles d'infirmières qui sont réservées à des candidats qui ont un taux de handicap, un taux d'invalidité de plus de 80%. Voilà, mais c'est vraiment exceptionnel. Par contre, même s'il n'y a pas de place réservée, c'est pas l'obligation, vous savez, comme l'obligation d'emploi où il y a 6% des emplois qui sont réservés à des personnes en situation de handicap. Ça n'est pas comme ça que fonctionne Parcoursup. Par contre, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, euh, il y a des possibilités pour un candidat en situation de handicap qui n'obtient pas une proposition de faire en quelque sorte un recours au recteur pour solliciter un accompagnement. Je le dis, chaque année, moi quand je regarde, ce que les recteurs examinent, c'est à peu près entre 300 et 400 dossiers chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le million de candidats, je ne sais pas quelle est la proportion du handicap en France, parce que la notion est difficile à cerner complètement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est bien au-delà de 400 dossiers. Donc ça veut dire qu'une grande partie des candidats passent sur Parcoursup sans avoir eu à un moment une communication sur leur handicap. Voilà. Il y a une page dédiée sur le site parcoursup.gouv.fr à la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Et encore une fois, je ferai, si vous vous abonnez au compte Parcoursup, parce que j'ai pas eu le temps de le vérifier avant de ce soir, il y a un live dédié à la question du handicap que je ferai avec les collègues de l'UNICEF, avec une association qui s'appelle Droit au savoir, qui est spécialisée dans l'accompagnement, de manière à apporter le maximum de réponses et puis de partager avec les parents parce qu'ils sont toujours, comment dire, tiraillés entre est-ce que je le dis ou je le dis pas. Et je comprends ce tiraillement. Moi-même, je suis en situation de handicap. Donc, vous voyez, c'est des questions que je me pose aussi pour moi. Voilà, donc je me sens aussi proche de cette problématique parce qu'elle me concerne directement. Mais notre objectif à nous, c'est à la fois de permettre à un lycéen de s'émanciper, de peut-être d'oublier son handicap, mais si jamais il est très présent, trop présent, de pouvoir aussi le prendre en compte pour l'accompagner. Alors, du coup, il y a une question qui a découlé aussi sur les sportifs de haut niveau. Excellent. J'imagine que comme les élèves à besoins éducatifs particuliers, il y a plein de places réservées forcément pour les sportifs de haut niveau. Absolument. Et en même temps, alors là, du coup, ce qui est intéressant de prendre les deux sujets à la suite, c'est que on fait rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que l'objectif pour les sportifs de haut niveau, au contraire, c'est de le dire aux formations que ce sont des sportifs de haut niveau. Et alors, comment ça se passe sur Parcoursup? Quand un élève est sportif de haut niveau, il a un code qui s'appelle SPSQS, un truc comme ça, enfin, je veux dire, un sigle qui donne son identification. Il doit le renseigner sur Parcoursup et on fait le contrôle avec le ministère des Sports et l'Agence du sport de haut niveau, on fait le contrôle de qui est sportif de haut niveau ou pas. Le jour où on a institué ce contrôle, on a perdu un tiers de nos sportifs de haut niveau. Je suis pas sûr qu'on ait perdu des potentialités de médailles, mais il y en avait certains qui se voyaient un peu plus beaux qu'ils n'étaient en réalité. Alors, c'est légitime, hein. Moi, je cours le dimanche, mais j'ai l'impression que je suis un grand sportif. Voilà, chacun a ses travers. Moi, ce qui est important, c'est que, on croise avec le ministère des Sports, on récupère des informations, et ces informations seront communiquées. C'est ça que je veux dire qui est différent. Le handicap, on ne communique pas. Sportifs de haut niveau, on communique cette information parce qu'elle est importante. Sur Parcoursup, tous les candidats sportifs de haut niveau pourront identifier les formations qui proposent des aménagements de cycles d'études précisément dédiés aux sportifs de haut niveau. Et comme la question du handicap, si un sportif de haut niveau n'arrive pas à avoir une formation qui est compatible avec l'exercice de son sport de haut niveau, il peut demander au recteur de l'accompagner. Ça arrive chaque année, par exemple, des situations, moi je me rappelle, je crois que c'est en 2025, on a accompagné un jeune qui était dans une équipe cycliste professionnelle en Italie et qui voulait poursuivre ses études. Et il n'arrivait pas à trouver, alors je sais plus ce que c'était, une licence à l'université, et on a trouvé grâce au recteur une solution qui lui permettait d'avoir un enseignement à distance. Là encore une fois, le nombre de dossiers est assez limité, ce qui veut dire que beaucoup de sportifs de haut niveau passent dans Parcoursup sans finalement difficulté. Et début février, moi je fais avec l'Agence du sport de haut niveau et tous les représentants territoriaux qui sont encadrants des sportifs de haut niveau, un petit séminaire dédié à Parcoursup de manière à ce qu'ils puissent donner les bons conseils aux familles de jeunes qui sont dans cette situation.
Merci pour ces précisions. On a quelques questions aussi sur les bacs avec des options High School Diploma, Cambridge, les sections euro. On sait que des fois, les résultats des tests Cambridge arrivent Alors, après l'examen des candidatures. Comment indiquer sur alors la fiche? euh, moi, je fais d'abord la différence entre être dans un bac français international, une section européenne, un bac, enfin je me rappelle plus jamais, là il y a trois noms un peu barbares là sur les bacs partagés avec l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, mais vous voyez de quoi je parle. Cette information, elle est remontée sur Parcoursup et elle est communiquée aux établissements de formation. Et chaque jeune candidat sur Parcoursup pourra voir les informations dans son dossier qu'on a tenu compte de sa situation. C'est autre chose pour ceux qui ont passé des tests, alors je connais pas un test Cambridge, mais d'autres types de tests qui ne sont pas des tests de l'école, qui sont hors de l'école. Alors, ce qui est important, c'est que vous pouvez mentionner, si vous n'avez pas de résultat, vous n'avez donc pas la certitude de l'avoir. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez toujours dire que vous l'avez passé. Encore une fois, voilà, je crois qu'il faut faire bien la différence. Il faut ne mentionner dans la fiche activité centre d'intérêt que des éléments dont vous êtes certain, parce que une formation peut vous demander au moment de l'inscription d'apporter la preuve de ce que vous avez avancé dans votre dossier. Et je rappelle que j'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention que les lycéens avaient des droits et qu'ils avaient des devoirs. Le devoir de sincérité est un devoir absolu et sur lequel Parcoursup fait des contrôles et que quand il y a une fraude qui est détectée, nous prenons des sanctions qui se traduisent par le retrait des propositions d'admission. Et justement, par rapport aux propositions d'admission, est-ce qu'elles sont géolocalisées, c'est-à-dire j'habite à Alors, Poitiers et je n'aurai des formations qu'autour de chez moi? Et du coup, comment établir les systèmes de alors, sous-vœux? c'est un point important. Je suis sûr que vous avez retrouvé avant qu'on termine la date à laquelle on se retrouve au mois de février, parce que comme ça, on Le fixera 3, le je l'avais 3 déjà février. cherché tout à l'heure, le 3. Voilà, c'est ça. Le 3 février, on se retrouve, je rentrerai dans le détail de cette question-là. Ce que je peux déjà dire, c'est que, un, vous pouvez candidater partout en France. Voilà. Il y a le principe de la liberté de choix des candidatures, c'est ce que j'ai énoncé au début, il se matérialise aussi, vous pouvez candidater partout en France. Deuxième élément, il y a une distinction entre les universités, les formations dites non sélectives et les formations sélectives. Les formations sélectives, leur périmètre géographique de recrutement, c'est toute la France. Donc, elles ne tiennent pas compte du fait que vous habitez ici ou là. Vous habitez Poitiers, vous pouvez candidater à des classes prépa à Paris, à Marseille, à Toulouse ou Bordeaux. Évidemment, faites-le aussi à Poitiers. C'est quand même ballot de faire partout ailleurs, sauf chez vous, là où vous avez vos parents. Parce que cette question de la proximité, elle est importante. Devenir étudiant, c'est devenir autonome. Bon, voilà, il faut se sentir prêt. Hein. Vous savez, entre je vais y aller et puis je le fais en vrai, il y a des fois un peu de distance. Deuxième élément, pour l'accès aux licences, c'est important, elles sont priorisé d'un point de vue géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend en compte l'adresse que vous avez renseignée au lycée, l'adresse de vos parents, de domicile, et vous pouvez toujours candidater partout en France, mais vous n'êtes prioritaire que sur les formations de licence de votre territoire, de votre académie. Donc, je donne l'exemple. Quand vous êtes lycéen habitant à Poitiers, vous êtes prioritaire pour toutes les formations de licence de l'Université de Poitiers, mais également celle de La Rochelle, puisque c'est dans votre académie aussi. Par contre, vous n'êtes pas prioritaire à Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Paris. Quand on est en Île-de-France, parce que c'est une situation particulière, en Île-de-France, on est prioritaire sur toutes les formations des trois académies d'Île-de-France. C'est pas Paris aux Parisiens, Créteil aux Cristoliens et Versailles aux Versaillais. Vous êtes prioritaire dans le même environnement. Et sur Parcoursup, on sait aussi tenir compte de situations géographiques particulières qui tiennent compte de la vie sociale. Par exemple, je donne un exemple qui parlera à chacun. Vous savez qu'il y a un pont d'Avignon. Alors, il a connu des déboires, mais en face du pont d'Avignon, il y a le Rhône et de l'autre côté, c'est le Gard. Euh, les communes qui se trouvent juste en face d'Avignon, où les élèves voient l'université d'Avignon, on les rend aussi prioritaires, même s'ils ne sont pas dans cette académie. Parce que, évidemment, il faut être intelligent. Leur université de rattachement, c'est Nîmes, mais Avignon, ils le touchent du doigt, alors que Nîmes, c'est beaucoup plus loin. Donc voilà, on sait tenir compte. Dans votre dossier, vous verrez au moment où vous formulerez des vœux, vous êtes du secteur, vous n'êtes pas du secteur.
Et donc, vous êtes prioritaire ou pas prioritaire. Et cette année, on a aussi prévu, parce qu'il ne faut pas que les élèves se trompent, on a prévu d'apporter des informations au professeur principal. Par exemple, lorsque un professeur principal d'un lycée, alors je ne connais pas les lycées de Poitiers, mais allez, dans un lycée à Poitiers, il a un de ses élèves de sa classe qui n'a fait des vœux en licence que dans des régions où il n'est pas prioritaire. Eh bien, il y aura une petite alerte pour le prof principal, peut-être qu'il puisse aller au-devant de l'élève pour lui dire, est-ce que tu es sûr que tu as bien compris la règle? Parce que la priorité, elle joue vraiment, hein. Et justement, par exemple, est-ce que sur Parcoursup, je peux m'inscrire à une formation à l'étranger? Et ça sera notre dernière question. Ouais. Alors, je vais vous dire un grand non et puis un petit oui. Le grand non, c'est qu'en fait, Parcoursup propose que des formations qui sont en France. Si je vous dis un petit oui, c'est parce qu'il y a parfois des formations qui sont en France, mais en partenariat avec un établissement étranger. Par exemple, je connais des formations entre Dauphine, entre Berlin et Londres. Je connais des formations qui peuvent avoir une implantation en Espagne. Mais voilà, ce sont des partenariats, mais d'une manière générale, les formations à l'étranger ne sont pas présentes sur Parcoursup. Il y a un point important que je déduis de votre questionnement et sur lequel c'est important d'attirer l'attention. Si votre enfant il a un projet d'études à l'étranger, c'est très bien, ça ouvre l'esprit, les horizons, parfait. Moi, mon conseil, c'est en parallèle de ce projet à l'étranger, de quand même vous inscrire sur Parcoursup et de faire des vœux sur Parcoursup parce que on ne sait pas ce qui se passe d'ici le mois de juin. Peut-être qu'aujourd'hui, 9 décembre, il est convaincu de partir à l'étranger. Et puis, je vous dis un truc qui arrive dans la vie, hein, il aura une petite copine au mois de mai et vous verrez que son projet pourrait être influencé et que l'ambition de partir loin peut-être sera modérée, en tout cas plus modérée que le projet qu'il avait au 9 décembre. Voilà, et donc autant ne pas injurier l'avenir, faites des vœux sur Parcoursup, ça vous coûte rien en soi et au moins ça préserve des possibilités d'opportunités de choix. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces réponses. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Un immense merci à la participation active de nos écouteurs ce soir pour ce premier webinaire Parcoursup. Les échanges avec Monsieur Teilhard ont été denses et constructifs et nous espérons sincèrement que vous repartez avec des réponses claires à vos nombreuses questions. N'oubliez pas ce réflexe précieux, la foire aux questions officielle de Parcoursup. Elle est régulièrement mise à jour et reste une source d'information essentielle pour aller plus loin. Et ce soir, ce n'est que le début. Il y a un cycle de 3 webinaires conçus avec Monsieur Teilhard par l'appel pour vous accompagner pas à pas. Donc, vous l'avez compris, on se retrouve le 3 février 2026 pour le deuxième volet qui sera entièrement consacré à l'accompagnement des vœux sur Parcoursup. Vous nous retrouverez aussi sur d'autres webinaires autour de l'orientation, entre autres sur un webinaire autour de l'orientation de la voie professionnelle. Dès à présent, retrouvez sur appel.fr le replay du webinaire de ce soir, le replay également de la session du 25 novembre qui abordait des questions pratiques sur Parcoursup. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Teilhard pour le partage de son temps et son expertise inestimable sur Parcoursup. Un grand merci également à toute l'équipe de l'appel national, salariés et élus, sans qui ce moment de partage n'aurait pas pu avoir lieu. Nous vous souhaitons à tous de très belles et douces fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver nombreux très prochainement. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.